Vous regardez le Journal de l'Afrique, merci de nous avoir rejoints. On commence par les titres. Le Ghana est en deuil après un accident d'hélicoptère qui a coûté la vie à 5 passagers, dont 2 ministres et 3 membres de l'équipage de l'armée de l'air. Le sommet de la dernière chance à Genève pour mettre fin à la pollution plastique, un fléau particulièrement visible en Afrique, devenu le dépotoir du monde occidental. Celui que l'on surnomme le Monsieur Climat d'Afrique, Sena Aluka, a pour mission de défendre le continent. La RDC pourra-t-elle saisir sa chance après leur première défaite au championnat d'Afrique des Nations? Nous avons pu assister à l'entraînement des joueurs avant leur prochain match contre la Zambie. Une enquête est ouverte pour comprendre les circonstances qui ont provoqué l'accident d'un hélicoptère au Ghana. L'appareil transportait 5 passagers et 3 membres d'équipage. Il avait décollé d'Accra vers 9 h ce mercredi matin en direction d'Oboissy, à environ 250 km plus au nord. Les causes de l'accident ne sont pas encore connues. Parmi les victimes, les ministres de la Défense et de l'Environnement. Julius Debra, le chef de cabinet du président ghanéen, a évoqué une tragédie nationale. J'ai le devoir désagréable d'annoncer avec tristesse une tragédie nationale impliquant le crash d'un hélicoptère militaire ce matin dans la zone d'Adansi, dans la région Ashanti. Le gouvernement regrette d'annoncer le décès des personnes suivantes dans ce crash tragique. Dr Edouard Kofi Oman Boama, ministre de la Défense. Dr Ibrahim Murtala Mohamed, ministre de l'Environnement, des Sciences et de la Technologie. Et plus de détails avec Julia Guggenheim. Il n'y a donc aucun rescapé. Les 3 membres d'équipage ainsi que les 5 passagers qui voyageaient à bord de l'hélicoptère militaire Z9 à destination de la ville d'Oboissy ont tous trouvé la mort ce mercredi. En plus du ministre de la Défense et du ministre de l'Environnement, le coordinateur adjoint pour la sécurité nationale ainsi que le vice-président du NDC, le parti au pouvoir, figurent également parmi les victimes. Tous se rendaient au lancement d'un programme gouvernemental pour la lutte contre l'orpaillage dans le nord-ouest du pays, une zone qui est particulièrement touchée par ce fléau. L'armée avait annoncé plus tôt dans la journée ce mercredi qu'elle avait perdu le signal radar peu après le décollage de l'hélicoptère qui a eu lieu à 9 h du matin, heure locale. Lors d'une conférence de presse, la présidence qui a présenté ses condoléances au nom de la nation aux familles des victimes a également annoncé que les drapeaux avaient été mis en berne et que toutes les activités de la journée avait été suspendue. Direction à présent la Guinée qui se rendra aux urnes le 21 septembre prochain. Le général Mamadi Doumbouya invite la population à se prononcer sur le projet de la nouvelle constitution, un projet rejeté par les principaux partis politiques d'opposition. Le compte-rendu avec Malik Diakité, notre correspondant à Conakry. En plus de la convocation du corps électoral pour le 21 septembre, le décret indique que les bureaux de vote seront ouverts à 7 h et fermés à 18 h sur tout le territoire guinéen. Selon toujours le même décret, le vote se fera à bulletin secret conformément à la loi guinéenne en la matière. Cette décision du chef de la transition guinéenne entérine la date du référendum constitutionnel, plusieurs fois repoussée depuis la prise du pouvoir par le général Mamadi Doumbouya le 5 septembre 2021. Déjà sur le terrain, la direction désormais en charge des élections dans le pays a procédé à l'affichage des listes provisoires électorales, ce qui permet aux citoyens de procéder à des vérifications liées à leur nom et leur bureau de vote avant l'impression des cartes d'électeurs. Ce projet de nouvelle constitution est rejeté par les forces vives, une coalition de partis politiques et sociétés civiles qui, selon eux, permettrait une candidature du général Mamadi Doumbouya aux élections présidentielles. Au Rwanda, le Parlement vient d'adopter le nouvel âge légal pour accéder à la contraception. Il est désormais passé à 15 ans au lieu de 18 ans. Une décision saluée par des associations des défenses des droits humains, mais critiquée à l'intérieur du pays, où l'influence de l'Église sur une société majoritairement conservatrice ne faiblit pas. Les explications de Juliette Montilly depuis Kigali.
Cette loi, adoptée par les parlementaires rwandais, représente un bond en avant en matière de droits reproductifs. En effet, l'une des mesures abaisse de 18 à 15 ans l'âge minimum pour accéder aux services de santé reproductive, y compris la contraception et sans l'accord parental. Le Parlement rwandais a précisé que cette législation vise à adapter le cadre juridique du pays aux évolutions sociétales actuelles. L'idée étant à terme de diminuer les grossesses non désirées chez les adolescentes, dont le nombre s'élevait à plus de 22 000 en 2024. Autre objectif, lutter contre la pratique des avortements clandestins. Pour rappel, au Rwanda, l'avortement n'est légal que s'il résulte d'un viol, d'un inceste ou d'un mariage forcé. Et puis, cette loi légalise également des services de procréation médicalement assistée, tels que la fécondation in vitro ou les gestations pour autrui. Des dispositions controversées dans un pays encore très conservateur et religieux. Un projet de loi similaire présenté par le gouvernement avait d'ailleurs été rejeté en 2022, fait rare au Rwanda. Mais le gouvernement l'assure aujourd'hui, cette réforme ne remet pas en cause les valeurs du pays. Reste désormais à voir comment les programmes affiliés seront implémentés pour que ce qui est prévu par la loi se traduise dans la pratique. Les négociations de la dernière chance sont en cours à Genève pour mettre fin à la pollution plastique mondiale, avec un traité très attendu, mais toujours bloqué en cause un bras de fer politique. D'un côté, plus de 100 pays veulent réduire la production de plastique. De l'autre, un groupe d'États pétroliers, appuyé notamment par les États-Unis, qui défend l'industrie comme un débouché vital pour leur or noir. Alors l'Afrique veut peser dans le débat. Sena Aluka est le directeur de Jeunes Volontaires pour l'Environnement au Togo, surnommé le Monsieur Climat d'Afrique. Il participe au débat et il est avec nous ce soir. Bienvenue, Monsieur Aluka. Alors, quelles sont vos attentes sur ce sommet, sur cet énième sommet, je devrais dire? Oui, en effet, on a commencé, ça fait longtemps, c'est la résolution de mars 2022 du programme des Nations Unies, de l'Assemblée générale des Nations Unies sur l'environnement, qui a dit nous allons, au bout de 2 ans, arriver à, n'est-ce pas, à mettre un terme à la pollution plastique dans le monde. Nous en sommes 4 ans après, toujours pas de traité juridiquement contraignant. Les attentes, c'est d'arriver justement à respecter cette résolution de l'ONU, arriver à s'assurer qu'on ne parle pas de plastique juste dans la partie de son utilisation, mais tout le cycle de vie. Donc nos attentes, c'est qu'il y ait un traité juridiquement contraignant, un traité qui couvre tout le cycle de vie du plastique et surtout qu'il y ait aussi des moyens pour que les pays qui sont victimes, notamment l'Afrique et l'Asie, puissent avoir les moyens, n'est-ce pas, de pouvoir se débarrasser, puisque l'Afrique ne produit que 3% de la production mondiale de plastique, mais nous en consommons beaucoup plus. Donc on est tellement victime et il faut absolument arriver à un traité juridiquement contraignant. C'est le mot. Je disais énième réunion, on en est à la 6e réunion. Qu'est-ce qui bloque? Écoutez, on a commencé Punta del Este, Uruguay 2022. En 2023, on était venu à Paris. En 2023, on était allé à Nairobi. 2024, on était à Ottawa, Canada. 2024, on était à Puissant, en Corée. Et 2025, c'est réunion 5e bis, donc on appelle réunion ultime. Ce qui bloque plusieurs points d'achoppement. Quand vous lisez le draft du traité qui est proposé, l'article 1er parle de comment on réduit les produits plastiques et surtout la présence des substances chimiques dans ces produits plastiques. Et là, il y a problème. Deuxième élément, il y a l'article 3 sur la conception, le design. Qu'est-ce qu'il faut mettre à l'intérieur? Comment s'assurer que ce ne soit pas des produits qui soient à usage unique? Là également, il y a achoppement. Et puis, troisièmement, c'est la matière première des plastiques, les plastiques, c'est les polymères primaires. Donc, c'est à partir de l'hydrocarbure, parce que le plastique est un dérivé des hydrocarbures. Donc, quand on prend les hydrocarbures, le goudron et tout ça, on extrait un premier produit qu'on appelle les polymères primaires. Alors, donc, il y a achoppement là-bas, parce que certains pays disent, écoutez, produisons, et après, on va voir comment on va gérer. Et sur ces éléments, et l'article 11 sur le financement, là encore, il y a achoppement. Alors, j'ai parlé des deux camps qui s'affrontent dans ce débat, plus de 100 pays contre le plastique. Et une minorité, majoritairement des États pétroliers. Où se situe le groupe africain dans ce débat? Il faut savoir que la crise du plastique est liée à la crise climatique. C'est les pays qui exploitent le pétrole, sont ces pays qui bloquent les négociations. L'Afrique, beaucoup de pays africains font partie de la coalition qu'on appelle Stand Up for Ambition, avec à peu près 100 pays qui, à Ottawa, Canada, ont dit nous voulons un traité juridiquement contraignant qui couvre l'ensemble, mais des mesures harmonisées pour tous, pas un peu d'injustice. Alors, on était en juin ici à Nice pour la 4e conférence de l'ONU sur les océans et on a sorti l'appel de Nice.
Figurez-vous que certains pays qui ont signé pourtant à Ottawa pour nous voulons un traité assez ambitieux, ici à Nice, on dit non pas signé. Je ne vais pas citer ces pays, vous les trouvez tout en ligne. Eh bien, ça montre qu'il y a à ce niveau, même au niveau du continent africain, certaines réticences de certains pays qui sont producteurs de pétrole. Donc ceux-là s'alignent avec la Russie, la Chine, l'Arabie Saoudite, l'Iran, qui mènent le petit groupe qui bloque aujourd'hui les négociations. Et donc c'est cette dichotomie-là, cette petite contradiction africaine qu'il va falloir régler très vite. Pourtant, il y a quand même des pays africains qui font des efforts. Ah oui, bon, énormément. Figurez-vous que sur les 54 pays africains, 34 pays africains ont interdit le plastique. Alors vous demandez, mais pourquoi Accra a la plus grande poubelle du monde? Pourquoi au Togo, malgré qu'on est le Togo en 2011, traité, loi qui dit nous voulons interdire l'importation, la production, la commercialisation du plastique. Aujourd'hui, rien n'y est fait, ou presque. Ouais. Donc, le sujet, c'est que malgré que les pays prennent ces lois, ben, dans la pratique, on ne voit que peut-être le Rwanda, qui est un peu champion, et le Kenya, qui a la loi la plus terrible, enfin la plus intéressante sur le plastique. Plus dur. Au Kenya, on vous voit avec le plastique, vous allez même en prison. Un exemple à suivre. Alors, comment vous faites pour mobiliser la jeunesse? Est-ce que vous pouvez, par exemple, présenter un petit peu votre ONG? Ben écoutez, on n'attend pas l'avenir comme un train, on le fait. Donc ici, nous essayons de donner la possibilité à la jeunesse mondiale de pouvoir s'engager, de comprendre les enjeux, de pouvoir s'engager là-dedans, parce qu'aujourd'hui, les enjeux sont multiples. Et je ne vous dis pas comment c'est compliqué, difficile pour des jeunes Africains de trouver travail. Malgré certains innovent même. Il y a au Togo des innovations extraordinaires dans le domaine du recyclage, mais ne trouvent pas de débouchés, ne trouvent pas de moyens. Donc nous essayons de mobiliser la jeunesse à travers des campagnes, des caravanes, à travers des projets, à travers une formation à l'entrepreneuriat, pour démontrer qu'il y a des alternatives. Il est trop tard pour être pessimiste. Il y a des alternatives. Notre rôle, c'est de s'assurer que la jeunesse comprenne qu'elle peut très bien gagner sa vie en poursuivant une vie écologiquement responsable. Merci beaucoup. Je sais malheureusement, on n'aura pas le temps. Vous avez mentionné caravane. Je sais que vous lancez un projet de caravane. On suivra ce dossier de très près. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Allez, parlons sport à présent avec le championnat d'Afrique des Nations de football. La RDC jouera ce jeudi son deuxième match en affrontant la Zambie. Défaits par le Kenya lors de leur premier match, les Congolais peuvent-ils réussir à relever la tête? Bastien Renouille a assisté à leur entraînement pour tester l'humeur sur le terrain. Vous voyez derrière moi l'équipe de la République démocratique du Congo à l'entraînement la veille de son match contre la Zambie ce jeudi. Cette équipe qui va jouer dans des conditions complètement différentes puisque ce ne sera déjà pas le même stade. Le Nyayo Stadium est beaucoup plus petit que le stade dans lequel ils avaient joué contre le Kenya ce dimanche. Et puis il y aura aussi beaucoup moins de supporters dans le stade de Kasarani. Près de 40 000 Kenyans s'étaient déplacés pour mettre la pression sur les visiteurs, sur cette équipe congolaise. Une équipe qui se dit prête. Pour le coach, le problème n'était pas stratégique lors du match contre le Kenya, c'était plutôt un problème physique. Écoutez-le. Le problème, c'est que les difficultés qu'on a eues, c'est que nos joueurs puissent répéter les efforts de haut niveau, les efforts intenses, dont leur corps n'était pas préparé. C'était ça. Maintenant, avec ces premiers matchs, vous avez vu, GFT sortir du terrain. On l'aurait laissé là. Mais qu'est-ce qui a fait que GFT sorte? C'est des crampes. Mais si on a des crampes, ça signifie quoi? C'est que la condition physique est en dessous de la moyenne. Donc, mais on a eu 3 jours pour essayer d'améliorer avec les compléments alimentaires, avec tout ce qui peut donner encore du tonus à nos joueurs. Peut-être on est prêt. Alors les joueurs l'affirment, ils ont discuté entre eux pour identifier les problèmes qu'ils ont connus contre le Kenya, notamment le fait qu'ils aient eu beaucoup d'occasions de but, mais qu'elles ne se soient jamais concrétisées. Ces problèmes ont été résolus, disent-ils. Les choses devraient mieux se passer contre la Zambie. Et ce sera extrêmement important puisqu'il faut qu'ils remportent ce match pour pouvoir se qualifier pour les quarts de finale. Ils pourront compter sur un certain nombre de supporters puisque la diaspora congolaise est assez importante ici à Nairobi et que déjà dimanche dernier, de très nombreux Congolais étaient présents dans les tribunes. Et voilà, c'est la fin de notre journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. C'était il y a 80 ans. Pour lutter contre l'oubli, certains se font un devoir de transmettre leur savoir, leur vécu, leurs convictions. Tous les jours, à la télévision, nous voyons la guerre en Ukraine, les conflits au Moyen-Orient. Eh bien, en regardant ces images, nous, les Hibakusha, les survivants de la bombe, eh bien, ça nous rappelle ce qu'on a vécu à l'époque.
Dans le Japon d'après-guerre, les survivants semblaient porteurs d'une malédiction. Aujourd'hui, ils essaient de poursuivre un travail de mémoire mieux reconnu. Pour que l'histoire ne se répète pas, une nouvelle génération se tient prête à prendre le relais. Je veux que les touristes comprennent combien c'est effrayant de voir comment une bombe peut tout détruire et tuer tristement autant de gens. Billet retour à Hiroshima, à voir sur France 24 et france24.com.